et qu'il y a des beaux personnages là-bas. C'est notre star system, c'est l'Assemblée nationale au Québec. Ben oui. Christian Dubé, moi, il m'a vraiment impressionné. Je le regardais, je le fixais pendant la période de questions à l'Assemblée nationale. J'étais fasciné. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit Karim El Ayoubi, président de la commission politique du Parti conservateur du Québec, qui ont déposé récemment, avec l'aide de Yuri Chassin, le projet de loi numéro 498 en santé. Yuri, juste avant de partir, donne un petit coup de pied dans le Guinness. Ouais, Yuri, c'est un malcommode. Faut le dire. Mais écoute, Karim, avant de. D'abord, merci d'être là ce matin. Là, je sais que tu n'es pas dans ton setup habituel, mais c'est pas grave. On a des petites contraintes qu'on demande aux gens d'être conciliants L'accent sur du lac va être là pareil. Oui, c'est ça. Tout va être là pareil, mais l'éclairage, le son, c'est pas le setup optimal, mais quand on fait des demandes pour avoir quelqu'un, on prend comme ça vient. Fait que c'est comme ça. Mais écoute, Karim, juste avant de rentrer dans votre projet sur la santé, il y a eu une partielle hier. On serait un peu fou de ne pas en glisser un mot dans un premier temps. Donc, c'est un peu sans surprise là, que le Parti québécois remporte Chicoutimi. Tout le monde s'y attendait. Là. C'est les marges, en fait, qu'on ne connaissait pas encore et c'est surtout le score des autres partis qu'on ne connaissait pas. Et moi, honnêtement, je suis vraiment. Je ne sais pas c'était quoi tes attentes. Le Parti conservateur avait sorti un sondage de Palace Data qui finalement ne s'est pas trop trompé. Hein. Eux leur donnaient 23 Je vous donnais 23 donnais 16 à la CAQ, je pense, et 12 au PLQ, quelque chose comme ça. Finalement, en fait, le parti a mieux performé que le sondage et la CAQ, c'est un score. Il ne semble pas avoir d'effet milliard ni d'effet carreau pour l'instant. Là. Donc, c'est un peu ça. Et donc, c'est ça, 26 pour la candidate des conservateurs qui arrive deuxième dans Chicoutimi, une place où vous aviez fait 8 en 2022. Fait que c'est quand même pas rien. Là. Non, ben, c'est super encourageant. Moi, puis quand tu me demandes, Frank, tu dis, moi, c'était quoi? Mettons, moi, c'était quoi mes attentes? Le parti, les attentes, c'était de faire au-dessus de 20 OK? Moi, c'était au-dessus de 15 mais moi, je suis l'éternel pessimiste du parti. C'est-à-dire, moi et Éric Duhem, nos cerveaux fonctionnent de façon opposée. Lui, il s'imagine le plus positif possible. C'est normal, ça fait quand même de lui un bon chef. Ouais. Moi, je m'imagine le plus négatif possible. C'était pas. Ça, c'est pas nécessairement ça m'amène à être réaliste, ça m'amène à ne pas me faire beaucoup d'attentes. Moi, je voulais avoir, dans ma circonscription d'Argenteuil, je voulais avoir au-dessus de 10 on a eu 15 puis j'étais bien heureux comme ça. Mais je regarde un peu, c'est que quand tu regardes, là, puis tu sais, les gens se disent, OK, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est conservateur, c'est des gens qui conduisent, qui ont des VTT puis des skidoo. Ouais, je comprends, là, mais il faut que le raisonnement aille quand même un peu plus loin que ça. C'est-à-dire, historiquement parlant, c'est bloquiste et c'est péquiste. Indépendamment de la façon de vivre des gens, c'est bloquiste, c'est péquiste. C'est le bastion souverainiste du Québec. Là. C'est la seule région qui a voté oui aux 2 référendums. Là. Puis je vais ajouter un petit quelque chose, les amis. On parle quand même d'une élection partielle à 8 ou 10 mois des élections. Donc, les gens n'ont pas pris tant que ça au sérieux, mais le DGE envoie quand même tous les bureaux de vote dans les RPA éventuellement. Là, fait qu'il ne faut pas se cacher que les taux de participation à RPA, eux autres, sont beaucoup plus élevés que dans la population générale. Là. Tout à fait. Et statistiquement, on sait que ce n'est pas des gens qui votent pour nous. En haut de 65 ans, on est presque inexistant. Là. Donc, à partir de ce moment-là, tous les éléments étaient contre nous, sauf certains aspects. Je pense que la candidate Catherine Morissette, elle est très bonne. Elle a fait une entrevue. Dans le doute, le gaz au bout. Exactement. Elle, contrairement à moi, elle est très positive. Elle pensait vraiment qu'elle avait des chances de gagner. Puis je pense que Elle était bonne, hein, Karim. Vous aviez une bonne candidate, sérieusement. Absolument. Puis c'est bon que le candidat ait ad minima un peu de syndrome du candidat parce que ça l'amène à être all-in, ça l'amène à faire plus de porte-à-porte. Ça l'amène. Si tu veux des candidats, c'est sûr qu'après ça, le candidat ou la candidate peuvent être déçus, mais ça fait partie de la politique. Puis elle s'est vraiment donnée à fond.
Elle avait une équipe. Après ça, il y a beaucoup de gens, quand tu regardes, la Beauce sont allés l'aider, Arthabasca sont allés l'aider. Il y a beaucoup de gens. On a vu vraiment un sentiment de mobilisation, même si ce n'est pas le chef Éric Duhem qui se présentait dans Arthabasca, on a vu un sentiment de mobilisation à travers le parti pour aller chercher le meilleur score possible. Donc ça, c'est sain à travers un parti. Tu sais, quand tu as des gens de la Beauce qui décident, Jonathan Poulin était allé avec plusieurs individus de la Beauce juste pour aller l'aider, pour aller faire du porte-à-porte avec elle. Ça montre que c'est un parti qui est en santé, un peu comme le PQ. Le PQ, eux, ça, c'est leur grande force. Quand ils se mobilisent et en grand. Ah, l'ensemble du staff politique y va, on s'entend. Exactement. Nous, on n'a pas beaucoup de staff politique, contrairement à des partis qui ont beaucoup plus de budget aussi. Vous en avez environ 0, je pense. Ouais, on n'en a pas beaucoup. Hein. On n'en a pas beaucoup, en tout cas. Ça se compte pas mal là, sur les doigts d'une main. Mais on a beaucoup de militants qui font du bénévolat, puis qui sont allés aider. Donc, ça, c'est très bon signe parce que le pari d'Éric Duhem, c'était quoi? C'était de montrer qu'Arthabasca n'était pas un feu de paille. Tu sais, alors on aurait pu se dire, tu avais certains analystes, puis c'était légitime comme commentaire de dire, OK, là, tu as la superstar du parti qui se présente, Éric Duhem, il attire tous les médias, il y a beaucoup de visibilité. Pour une partielle, il y a un taux de participation exceptionnel. Donc, le PCQ fait 35 %, mais c'est dû à un seul homme qui s'appelle Éric Duhem. Lui, il voulait dire, non, on ne fera pas 35 % à Chicoutimi, mais on veut montrer qu'on est capable d'être bon deuxième et bon deuxième solide. Ça veut dire plus de 2 fois plus de votes que le troisième. Quand tu regardes le nombre de votes que la CAQ a eu, en tout cas, oui. Je peux le remettre à la... quand j'ai regardé, le PCQ avait 2 fois plus de votes, plus de 2 fois plus. Oui, plus de 2 fois plus, c'est 4023 votes. Le candidat du parti, tu dis le troisième, c'est aussi le candidat du gouvernement. Il faut quand même le dire, qui sont au pouvoir. Il avait gagné l'élection à 60 %. Mais tu sais, je veux juste dire aux gens là, qu'on a un parti qui a fini deuxième avec 26 %. Les sondages, les agrégateurs de sondages les montraient, disaient ils vont faire à peu près 19. Le sondage que vous aviez commandé disait 23, elle a fait 26. Donc, c'est quand même à surperformer ce qui avait été mesuré. Ça, c'est quand même très bien. Ça, c'est le travail de terrain là, qui justifie ça. La qualité de la candidature, puis bon, tout ça. Ensuite, puis juste rappeler aux gens que on parle de ces deux partis-là ici, la CAQ et le PLQ, à tous les jours dans les médias depuis des mois. C'est-à-dire que le PLQ qui est en course à la chefferie depuis 8 ans, la CAQ qui est en course à la chefferie aussi, on ne parle que de leurs deux candidats dans les médias à tous les jours. Et on a un parti qui est aucunement représenté à l'Assemblée nationale, qui finit deuxième. Même Québec solidaire, qui a une dizaine de députés, a eu 862 votes avec 5,5 %. Ils sont complètement oblitérés dans les régions du Québec. Là. Ce qui m'avait frappé aussi, Frank, c'est quand on a parlé à Catherine Morissette, c'est la faible présence des chefs des partis politiques, de la CAQ et du PLQ et de Québec solidaire. Québec solidaire n'a pas été vraiment aperçu à Chicoutimi. On sent que pour Québec solidaire, sortir de Montréal, ça a l'air pas facile. Les ponts, là, je sais pas c'est quoi qu'ils mettent ces ponts, là, mais les communautés de Québec solidaire, là, les tailleurs, ils sont pas faits pour rouler en dehors de l'île de Montréal. Non, c'est ça, tu peux pas traverser le parc. Ce qui est encourageant dans tout ça, c'est que tu te démarginalises, tu deviens une option légitime pour des gens qui hésitent un peu. Il faut toujours élargir parce que, tu sais, à un moment donné, il ne peut pas y avoir dans un parti juste des puristes libéraux classiques comme moi, comme Adrien Pouliot. Là, je veux dire, à un moment donné, juste avec ça, tu vas avoir de la misère à aller. Tu vas peut-être aller chercher 2 députés en Beauce, un dans Bellechasse, puis un dans Lobinière-Frontenac. Mais si tu veux élargir puis devenir vraiment une option politique viable pour faire un contrepoids au pouvoir, puis peut-être d'ici 10-15 ans, avoir une option légitime de prendre le pouvoir, bien, tu as besoin d'élargir ta base. Puis ça vient avec des gens qui sont assez conservateurs, assez libéraux, mais un peu plus centristes qui peuvent s'intéresser à ta formation politique pour la crédibiliser. On prend par exemple l'exemple de Maïté Blanchette-Vézina. Est-ce que Maïté Blanchette-Vézina, je veux dire, sa lecture de chevet, c'est Adam Smith? Probablement pas. Non. Par contre, elle est en mesure, sa présence crédibilise énormément le parti et elle est en mesure d'aller chercher
de montrer qu'on est capable d'attirer. Je ne vous dis pas qu'elle va se présenter, je n'ai pas d'informations par rapport à ça, mais le fait qu'elle participe avec nous, c'est une femme, moi, j'y ai parlé un petit peu à l'Assemblée nationale l'autre jour, qui est quand même, qui a certaines valeurs conservatrices, qui est décentralisatrice de nature. Notre vision décentralisatrice vers les régions l'intéresse beaucoup. Donc, ça fait en sorte que tu as des gens qui ne sont pas nécessairement des puristes, mais qui peuvent s'intéresser, dire, OK, 26 Oui, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans un bastion très péquiste. Lorsqu'on s'en va, lorsque Paul Saint-Pierre Plamondon et ses troupes agitent là, la fleur de lys et le référendum, malgré ça, tu es capable d'être deuxième solide, puis dans Arthabasca, l'étalonner. Ben, ça fait en sorte que tu as des gens qui ne se seraient pas intéressés et qui disaient « Ah, ça, c'est juste des coucous, ils parlent juste de pandémie. » Là, ils disaient « Oh non, non, ça devient une vraie option politique c'est ça. légitime. Donc, tout ça pour dire c'est très encourageant. Dans les instances du parti, avec la performance de Catherine Morissette qui pète l'écran carrément, là, je pense quand on l'a reçu à notre podcast, ça a été évident. Vous venez de trouver une candidate vraiment intéressante. Est-ce que vous croyez qu'elle va se représenter dans Chicoutimi ou vous pourriez être assez audacieux pour l'amener dans un comté prenable de la région de Québec de votre côté? Ben, moi, je pense que si elle moi, je pense qu'elle va se représenter. Puis je pense qu'elle, là, je ne peux pas parler à sa place, mais je pense qu'elle est très enracinée à Chicoutimi et qu'elle veut se représenter à Chicoutimi. Moi, c'est l'opinion que ça me donne. Puis, oui, le PQ est fort à Chicoutimi, mais avec le score qu'elle a fait, au niveau de la générale, ça va être intéressant de voir comment Paul Saint-Pierre Plamondon va être capable de tenir le cap avec le référendum parce qu'il va être Exact. Mais justement, moi, j'ai trouvé ce matin en lisant les journaux, puis peut-être, regarde, je le dis, peut-être qu'on lui fait un prospect, peut-être qu'on déforme ses propos, mais je trouvais que ça commençait à sentir le reculon pas mal, là. J'ai vu un peu comment le Journal de Montréal rapportait ses propos, là. Puis on dit élection partielle, bon, le PQ remporte un. Il a cherché à rassurer les électeurs inquiets face à la souveraineté. S'il est porté au pouvoir, il dirigera d'abord un vrai gouvernement avant de tenir un référendum dans une fenêtre de 4 ans. Ah, Oh, il n'est plus en 2027, là. là, on n'est plus dans la première année du premier mandat, on est rendu dans la fenêtre de 4 ans et d'abord un vrai gouvernement. Moi, je trouve que ça commence à sentir le reculon pas mal, là, ouais. Ben, ça commence à sentir ça parce que dans une générale, dans une partielle, tu parles d'enjeux qui sont quand même très locaux. Tu sais, moi, je me rappelle, je suis allé faire une conférence avec Catherine, puis les questions des journalistes, ça tournait pas mal tout autour du bloc opératoire de Chicoutimi. Là. Ouais, c'est ça. Ils ne voulaient pas savoir qu'est-ce qui se passait en France puis aux Pays-Bas en santé. Ils voulaient savoir est-ce qu'on va mettre le bloc opératoire de Chicoutimi en priorité dans le PQI. Tu sais, Ouais. c'est extrêmement concret. C'était le même principe dans Arthabasca. Par contre, dans une élection générale, c'est sûr que l'histoire, le référendum, c'est pas. Je ne veux pas vous faire de peine à Québec, là, mais c'est pas un troisième lien. Là. C'est quand même, je veux dire, c'est faire un pays. Là. C'est comme la chose la plus extrême que tu peux vouloir pour une nation. Là. Le combat, c'est dans toute l'histoire du Québec, là, ce serait pas. C'est un des combats ultimes, là. Peut-être le combat numéro 1 de l'histoire du Québec quand tu regardes ça. Puis il faut bien dire, parce que là, il va se faire attaquer quand même beaucoup, hein, c'est parce qu'après, une fois que ton référendum est gagnant, tu fais quoi? C'est quoi l'effectivité du référendum? Ouais, puis Comment tu vas négocier? Qu'est-ce que tu veux exactement comme pays? Donc, c'est sûr qu'il va se faire bombarder de tous côtés. Et la façon de s'en sortir, puis je comprends pourquoi il fait ça, c'est de surfer jusqu'à l'élection sur le principe du référendum, puis après ça, de dire oui, on veut le faire, on veut absolument le faire, c'est la meilleure chose, mais regardez les finances publiques, on est pratico-pratique, les finances publiques vont pas bien. Avant de s'en aller, ce sera au début du deuxième mandat ou à la fin du premier. Mais maintenant, il faut vraiment se concentrer sur ce que les Québécois, les Québécoises veulent vraiment, le portefeuille, l'inflation, etc., etc. Virage centre-droit. Il faut se rendre à l'élection sans choquer Mathieu Bock-Côté. Grosso modo, là, si on résume ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Puis, il ne faut pas se cacher non plus, le référendum, c'est un grand risque pour la population du Québec. Généralement, les plus jeunes ont plus de facilité à prendre des grands risques. Les personnes plus âgées sont plus conservatrices de ce côté-là. Les gens qui peuvent être effrayés d'un référendum, c'est l'électorat du PQ, justement, l'électorat de la CAQ, bien évidemment.
Mais tu sais, il ne faut pas oublier que le Parti québécois, présentement, même s'il y a des bons scores dans les sondages, à peu près 26 de ses électeurs sont fédéralistes. Exact. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tout le monde apprenne à lire un sondage. Je pense qu'ils le savent. Je pense que c'est juste qu'ils ne veulent pas tout de suite choquer Mathieu Bock-Côté, là. C'est un peu ça l'histoire, là. Et ce que Mathieu Bock-Côté représente, ce qui est très important, c'est la base de militants, celle qui t'aide aussi en élection à aller faire du porte-à-porte. On comprend Exact. tous que ce n'est pas Mathieu Bock-Côté qui va faire du porte-à-porte, mais la base qui vont faire du porte-à-porte Ouais. l'adore et adore son discours. Puis ça, tu sais, moi, pour être à l'interne dans un parti, le Parti conservateur du Québec, un peu à l'instar du PQ, c'est un parti militant. Puis Ben ta oui. base, il faut que tu fasses attention à ta base. Des Ben fois, oui. c'est parce que si tu choques trop ta base, tu vas les démobiliser. Et il y a un lobbying qui se fait à l'interne de par ta base. Donc lui, Mhm. Paul Saint-Pierre Plamondon, en ce moment, il y a un peu le même dilemme qu'Éric Duhem avait au moment de la pandémie. Si tu regardes, Ouais. on se rend compte, il ne faut pas que tu choques trop ta base, mais d'un autre côté, il faut pas que tu te décrédibilises trop. Ouais, c'est un numéro d'équilibriste, là. C'est un jeu d'équilibriste et lui, ben, il vit ce jeu d'équilibriste-là. Je pense qu'à venir jusqu'à date, il le fait bien. C'est un bon. Moi, j'aime pas ses idées en tant que tel. C'est pas un homme politique que j'admire sur le plan des politiques publiques du tout. Par contre, je dois dire que c'est un politicien quand même très habile et c'est un adversaire assez redoutable. Donc, Mm. ça, faut lui donner. Absolument. Écoute, je te ferai pas l'odieux, Karim, de te faire entendre toi-même, mais c'était Non, pour montrer aux gens que non. tu étais présent à l'Assemblée nationale avec Yuri Chassin et Éric Duhem pour présenter le projet de loi 498. Quelque chose qui a été discuté ensuite dans tous les médias, partout, sans arrêt. Cette conférence de presse et ce projet de loi-là. C'est pour ça qu'on t'invite aujourd'hui, vu que c'est un sujet qui a retenu l'attention. Mais Probablement finalement, que. un succès de ce côté-là, dans le sens qu'on le sait que vous essayez plusieurs fois de créer de l'actualité, puis c'est pas évident parce que le contrôle de l'agenda politique est dur à maîtriser. Le Parti québécois avait réussi avec son fameux livre bleu à l'automne. Et là, c'était depuis, je pense, la dernière fois que ça vous était arrivé de contrôler un peu l'agenda politique au niveau médiatique traditionnel, c'était avec la campagne Mon char, mon choix, je pense, Ouais. où est-ce que vous aviez bien scarré. Et là, vous êtes direct dessus. Le projet de loi que vous avez présenté a fait jaser dans les médias traditionnels, finalement. Pourtant, c'est un sujet qui devrait intéresser énormément les gens qui sont encore câblés dans ma tête, là. Mhm. C'est ces gens-là qui ont le besoin de plus de soins de santé. Donc, n'entendre parler, ça fait du bien. La réception, comment tu l'as trouvée, la réception chaude, froide, fair, pas fair? Ben, écoute, la réception, moi, j'ai été très déçu quand même. Là. Je me suis quand même tapé 4 heures de route aller-retour, donc 8 heures Mhm. de route pour aller présenter ça. Écoutez, c'est un peu lunaire ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé là. Puis en passant, je tiens quand même, si jamais il nous écoute, là, à remercier Yuri Chassin pour ça. Hein. Moi, j'ai vraiment aimé travailler avec ce type-là. Et Yuri, il faut le mentionner pour les auditeurs, c'est un économiste de formation. Moi, les gens avec qui je travaille le plus là, en matière de santé, c'est beaucoup des économistes parce que c'est complémentaire à ma formation. Même si je m'entourais de 14 médecins à côté de moi, il n'y aurait pas tant de valeur ajoutée. Mais le duo qu'on a fait pour réaliser ce projet de loi-là, ses compétences en économie, mes compétences du terrain, je pense que ça a donné quelque chose là, d'assez intéressant. Fait que je tiens à le saluer. Puis c'était quelqu'un qui un vrai libéral classique, en passant, Yuri. Hein. Les gens disent « Ah, il est décevant, il est allé à la CAQ. » Non, non, c'est que lui, je tiens à le défendre un peu là-dessus, c'est que moi, quand j'y parle, on pense de la même façon sur 95% des sujets. Là. C'est juste que moi, ma vision, c'était pas de faire de l'entrisme à la CAQ, c'était C'est d'aller ça. avec Éric Duhem dans un nouveau parti. Lui, c'était de faire de l'entrisme pour essayer d'influencer. Mais ultimement, il pense à pas mal comme moi, Pierrick. Et c'est ça. Mais pour répondre à ta question, Yann, on est allé là, puis beaucoup de travail en arrière de ce projet. Ça, c'était le fun d'être à l'Assemblée nationale. J'ai bien aimé l'expérience. J'ai rencontré, j'ai pu voir de loin François Legault. Ça, j'ai beaucoup aimé. Là, il est très drôle en passant. Ouais. François Est-ce que Legault, tu as pu rencontrer comment tu l'appelais? Pas le grand hypnotiseur, mais c'était le surnom que tu donnais à Christian Dubé. l'hypnotiseur, Oui. Christian Dubé. Ben, non, mais c'est tellement beau. Mais
et qu'il y a des beaux personnages là-bas. C'est notre star system, c'est l'Assemblée nationale au Québec. Ben oui. Christian Dubé, moi, il m'a vraiment impressionné. Je le regardais, je le fixais pendant la période de questions à l'Assemblée nationale. J'étais fasciné. Le type a 70 ans à peu près et c'est le gars le plus concentré de l'Assemblée nationale et le plus travaillant. Puis là, il est en arrière. Apparemment, il ne manque jamais, même s'il est indépendant maintenant. Il est assis avec les indépendants en arrière. Il est très concentré, il regarde, puis il tape sur son clavier avec ses index comme ça, là, parce que c'est un homme de sa génération, il n'a pas appris le clavier, mais Ah ouais. il est en travail acharné, puis là, il regarde, puis il prend des notes sur son clavier. Puis là, tu en as d'autres, des plus jeunes, ils bâillent, ils n'écoutent pas, ils ont l'air... Je lève les ongles. ils ont l'air à penser à autre chose, mais lui, il faut quand même lui donner. C'est vraiment pas un paresseux. Puis c'est pour ça qu'il y a eu même si j'aime pas les lois qu'il a fait, dont la loi 2, tout ça, j'ai été impressionné à quel point le type a l'air d'être un bourreau de travail. Là. C'est comme c'est dans sa nature. Pour revenir à ce que Yann m'a demandé, on est allé là, puis on avait convoqué les journalistes, mais lorsqu'on a fait, lorsque vous regardez ici, il n'y a personne en avant de nous lorsqu'on est en train de parler. OK, Il y a personne. Il n'y a personne, il y a 0 personne en avant de nous. On parle à une caméra parce qu'il y avait 0 journaliste pour nous couvrir. Ah, OK, voyons. parce que c'est pas intéressant, la réforme Non, du système de exactement. santé, au Des Québec. politiques publiques, c'est jamais intéressant. C'est trop compliqué. C'est dur à comprendre. T'aurais dû te faire une coupe de cheveux non-binaire, là, ils seraient tous venus. Ben, c'est ça. C'est sûr que s'il y avait eu une affaire qui parlait de genre, là, ou de binarité, ou de drag queen, là, tu peux être sûr, là, on aurait eu une meute. Oui, puis là, après Mais c'est ça, pas vous autres qui parlez tout le temps de ça, puis que vous Ouais, ne c'est parlez ça. jamais de politique publique. C'est ça qu'on dit au FM 93 d'habitude quand on vous passe en entrevue. Ben, c'est un peu ça. Mais ça, par contre, puis pourquoi je suis content qu'on l'ait fait, c'est ça qu'on se dit avec Éric, c'est un investissement à plus long terme pour la campagne. C'est-à-dire, à partir du moment où les gens disent qu'il n'y a pas de contenu, ben, c'est sûr que c'est pas concret quand on dit « Ouais, mais je suis sorti avec Éric faire une conférence telle date. » Tout ça, les gens, ça les intéresse pas. Par contre, là, tu as un vrai projet de loi. C'est difficile d'être plus concret que ça. Donc, on a quand même fait la conférence comme s'il y avait des gens en avant de nous à l'Assemblée nationale, mais il n'y en avait pas en réalité. Mais on sait que c'est enregistré, c'est archivé, donc vous pouvez avoir accès à ça. On a fait comme si on s'adressait à un auditoire, mais il n'y avait pas d'auditoire en réalité. Donc ça, Mais ça a quand même été repris dans les journaux par après. Donc, il a fini par avoir quelqu'un qui a dit « Hey, il y aurait peut-être quelque chose à écouter sur Ouais, c'est la ça. TV. » Mais je pense pas qu'il y a eu autant de. En fait, j'ai pas vu d'article qui recensait de manière aussi systématique ce qui était là-dedans que ce qu'on a publié avec Maxime. Tu me diras si on n'a pas déformé ce que vous dites, là, Karim. Mais donc, peut-être passer en revue un peu, là, parce qu'en gros, si je pense que le nom est bon, la loi retirant des freins à l'efficacité du système. J'ai bien aimé comment toi et Yuri, vous l'avez présenté dans la vidéo. En gros, vous dites, tu sais, ça fait des décennies qu'on a des politiciens qui nous disent que le système est écœurant, mais il manque une structure de plus ou un comité ou si on fusionnait 2 CIUS ou si on mettait 3-4 hôpitaux ensemble, on réglerait tout. Puis là, tu te dis, ouais, mais ça marche jamais. Peut-être qu'à un moment donné, c'est le modèle. Il y a des lois, il y a des règlements, il y a des dispositifs à l'intérieur de ce modèle-là qui empêchent l'innovation, qui empêchent de devenir meilleur, d'aller plus loin. Puis c'est à ça qu'il faudrait s'attaquer plutôt que de créer Santé Québec puis les nouvelles structures. Fait que dans cette loi-là, c'est quoi les principales choses qu'on devrait retenir? Là, on dit quand même 70 articles là, qui sont dans cette loi-là, mais j'imagine on peut les résumer de manière plus, Oui, plus synthétique. absolument, on va vous résumer ça. Puis ça, juste en petite introduction, c'est pour dire, ça a l'air facile au départ. Quand j'ai commencé en politique, j'ai dit, ouais, mais on a juste à déréglementer, on enlève cet article-là, on enlève cet article-là, puis c'est fait. Ah, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est là qu'on voit l'importance d'être présent à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi-là, moi, personnellement, je suis capable d'écrire des propositions politiques, mais je n'aurais pas pu écrire ça moi-même avec le phrasé, ces choses-là. C'est vraiment des juristes. Tu as besoin de juristes, OK? Et Yuri, étant député, il a accès aux juristes de l'Assemblée nationale, des vrais experts pour que ton projet se tienne.
Si tu avais... Juste pour donner un exemple de ce que tu dis aux gens pour qu'on comprenne, là, dans le projet de loi, lorsqu'on le regarde, quand tu dis que tu as besoin de juristes, ça, c'est qu'on dit, par exemple, ce projet de loi-là qu'on dépose, qu'est-ce qu'il fait? Il modifie le chapitre A29 de la loi sur l'assurance maladie. Il modifie le chapitre G-1.021 de la loi sur la gouvernance du système de santé et des services sociaux. Puis là, ça descend, là. C'est Oui. un en arrière de l'autre, là. Fait que Et toi, ça, fait que toi, en commission politique, tu peux bien dire, ben, regarde, nous, on s'engage, par exemple, à proposer un ticket modérateur. Puis là, tu dis, OK, mais mettons cette idée-là de ticket modérateur, combien de lois il faut modifier pour le rendre légal? Tu sais? et c'est là, quand tu arrives, tu regardes toutes les lois à modifier, tu sais, c'est comme si tu es en train de faire du surf, par exemple, puis tu vois une vague qui arrive en avant de toi aussi haute que le mille de la Gauchetière à Montréal. Tu as C'est ça. l'impression que cette vague-là va te gober complètement. Tous les articles de loi, puis c'est que lorsque tu changes, ben, mettons que tu abroges un article de loi, il faut que tu t'assures qu'au sein de la loi sur l'assurance maladie et d'autres lois qui sont concordantes, il faut qu'il y ait une concordance. Il ne faut pas que tu viennes faut pas que tu viennes Faut pas en que tu viennes créer un vide juridique puis ces genres de choses-là, là. exactement. Et c'est pour ça que donc là, ce qu'on a fait dans le projet, puis c'est ça qui a été compliqué, mais les juristes nous ont aidés à le faire. Bref, c'est un peu fin de la planification centrale. Parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit, au Québec, c'est un striptease de décentralisation depuis les 30 dernières années. Toutes les partis politiques disent qu'il faut décentraliser. Mais comment tu le fais concrètement, décentraliser? Bien, ça, tu l'as. AMP, c'est quoi? C'est des activités médicales particulières. Ça veut dire, grosso modo, le gouvernement décide où tu t'installes quand tu es médecin. Ça, là, décide qu'est-ce que tu fais. C'est-à-dire, disons que moi, je veux travailler dans la région de Québec. Puis j'appelle l'Enfant Jésus, puis l'Enfant Jésus dit, on est intéressé de t'avoir à l'urgence avec nous. OK? Ben là, non. Le CIUS, qui a son mandat de Santé Québec, il faut qu'il m'autorise à faire de l'urgence là-bas. Ils peuvent dire, non, toi, là, tu ne feras pas d'urgence, tu vas aller faire du CHSLD à la place. Donc, ça, c'est les activités médicales particulières. C'est que pour les médecins de première ligne, médecins de famille, urgentologues, travail en CHSLD, tout ça, c'est le gouvernement qui décide qu'est-ce que tu as le droit de faire au sein d'un secteur X, d'une région X du Québec. Les PREM, programmes régionaux d'effectifs médicaux, puis les PTM, programmes territoriaux d'effectifs médicaux, ça, c'est combien de médecins sont autorisés à travailler au sein d'une région administrative du Québec. Que ce soit Québec, que ce soit Chaudière-Appalaches, que ce soit les Laurentides, tout ça, c'est le gouvernement qui décide. Donc là, ça, c'est la planification centrale, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que qu'est-ce que la littérature nous montre? C'est qu'on crée des pénuries artificielles lorsqu'on fait ça. Là, tu as le génie qui est le ministre de la Santé qui décide où les médecins peuvent aller. Ben oui. C'est une bonne idée parce qu'il va bien les répartir. En réalité, ce qui a démontré être mieux, c'est de donner beaucoup plus de liberté aux régions, de donner beaucoup plus de liberté aux hôpitaux, comme au Canada anglais. Hein. Ces mécanismes-là n'existent pas au Canada anglais. Ça fonctionne plus via des incitatifs, c'est-à-dire que tu as l'argent qui suit le patient pour les hôpitaux. C'est-à-dire, plus tu vois de patients, plus tu as de patients vulnérables. Tu es financé à l'activité patient. Et les municipalités, les régions, les hôpitaux ont le privilège d'utiliser les incitatifs pour engager leur personnel de santé, que ce soit médecins et infirmières. Tout ça, là, tu n'es même pas encore rendu dans le privé, tu es dans le réseau public, mais tu as un phénomène de décentralisation. Donc, pourquoi moi, si mettons que je veux travailler en Ontario, je n'ai pas besoin d'avoir l'autorisation de l'équivalent de Santé Ontario ou quelque chose comme ça. L'hôpital veut m'engager, fin de la discussion, il m'engage. Exact. Et c'est les gestionnaires de l'hôpital qui disent oui, on a besoin de toi à tel poste, soit à l'urgence, ben on te prend. Puis s'il n'y a pas de poste pour toi à l'urgence, ben on n'a pas de poste pour toi, puis va appliquer ailleurs. Ça, c'est la logique même des mécanismes de marché à l'intérieur même du réseau public lui-même. Donc, nous, on abolit ça. On abroge ça complètement. OK. Fin de cette planification centrale. Ça, c'est... Écoute, Karim, je vais corriger quelque chose que j'ai dit parce que tu t'as créé un doute puis je suis allé faire mes vérifications. J'ai fait beaucoup de désinformation aujourd'hui dans le podcast. Il n'y a vraiment aucun article de journaux qui a parlé de votre truc. Je ne sais pas
où est-ce que j'ai inventé ça, mon affaire, là, mais c'est vrai, vous n'avez pas été couvert sur cette Ben oui, affaire-là. j'étais très ironique quand j'ai présenté le truc au Mais début. là, Je dis: «Ah, il y a Mais personne moi, qui» mais je sais pas, mon cerveau est fourchu, j'étais sûr, j'avais vu des articles, mais pour moi, finalement, c'est un article de Pilule Rouge ouais, c'est ça. le, C'est le, qui le- est le pris seul- pour un article de médias traditionnels, mais non, si, c'est notre média, nous autres, qui a écrit là-dessus. Tu sais, je t'ai pas repris trop, Yann, là, parce que je me suis dit, bon, écoute, Yann est plus au courant, là, il a vu des affaires, puis je me suis dit, ben, écoute, c'est peut-être moi qui est tough un peu avec la OK, couverture. il y en a eu un dans Devoir, mais avant la En présentation, fait, pas après. c'est une lettre ouverte de Yuri Chassin. Fait que pour en entendre parler, il a fallu qu'il écrive lui-même l'article. C'est ça. Ouais, c'est Ouais, pareil, hein. Quand même assez pas pire pareil, là. Tu vas être c'est sûr ça, que c'est une on lettre parle ouverte. de ce que tu fais, il faut que tu écrives toi-même l'article, là. Ouais, c'est une lettre ouverte dans le Devoir qui avait paru la veille ou le matin même, Exact. mais il y a rien eu d'autre. Donc, la meilleure couverture qu'on a eue, c'est Max dans Pilule Rouge, là, de loin. Là. C'est ça, puis ça ne déforme pas du tout. C'est bien cité, puis c'est neutre là, comme Il y a présentation. un article d'Isabelle Porter dans le Devoir. Ben ça, c'est la lettre. Oui, il y a un article d'Isabelle Porter, c'est vrai. Tu Ouais, as, ouais, exact. Bon, raison. T'as Parfait. raison. C'est Exact. faut le dire, faut être honnête. On Oui, dit aussi dans un des points importants, ce qui est relaté par Max dans l'article, l'émergence de la pratique mixte. On dit oui, l'innovation la plus marquante du projet, la création d'un statut légal de professionnel en pratique mixte. oui. Peux-tu nous expliquer ça un peu? Je vous explique ici. Puis là, c'est ça que j'ai expliqué parce qu'Adrien, notre bon ami Adrien, il se posait la question pourquoi on n'a pas abrogé les articles 11 et 15 de la loi sur l'assurance maladie. Adrien a tout à fait raison. Idéalement, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais c'est tellement compliqué. Bien, ça prend un député du PCQ à temps plein là-dessus pour OK. un an. Là. C'est extrêmement compliqué parce que là c'est comme. euh, autrement dit, vous avez utilisé une approche où est-ce que vous avez vraiment été prudent avec le projet de loi pour dire, si vous voulez l'adopter, là, on ne mettra pas d'affaires complexes qui sont trop dures pour vous là-dedans. On vous fait vraiment un projet de loi facile à adopter si vous êtes sincère dans votre intention de décentraliser, là. Fait que exact. des affaires plus controversées comme ça, vous ne les avez pas mis dedans, là. Exact. Et là, on crée un nouveau statut, OK? Parce que juridiquement parlant, c'était plus facile de créer un nouveau statut que d'abroger les articles 11 et 15 de la loi sur l'assurance maladie. Parce que là c'est colossal, c'est mammouth. Là. Puis, c'est-à-dire que si tu veux, ça aurait pris beaucoup trop de ressources puis de temps des juristes. Puis on n'aurait pas pu le passer avant l'année prochaine, là, avec OK. les sessions parlementaires terminent, tout ça. Donc, parce que ça serait là, tu viens réformer la totalité de la loi sur l'assurance maladie si tu abroges ces articles-là. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est plus facile tu crées un nouveau statut, tout simplement, puis tu donnes la possibilité aux médecins de choisir leur statut. Donc, le statut affilié existe, le statut désaffilié existe, puis tu as un statut mixte qui existe. Donc, Ah, c'est s'il y a des médecins qui veulent se menotter, puis se dire, moi, je veux être affilié, puis je ne veux pas avoir le droit de faire de privé, ben, allez-y, vous avez le droit. Mais on vous donne la possibilité d'avoir un statut où vous décidez qu'est-ce que vous faites. Ah, c'est une bonne idée, ça. Oui, exactement. C'était juridiquement plus Je facile comprends. de faire ça que d'abroger les articles en soi. C'est là que les juristes de l'Assemblée nationale vous ont aidé beaucoup, probablement, Oui, là. ben oui, exactement. Parce que moi, dans ma tête, on abroge 11 et 15, bonjour, c'est fini, c'est ma vision politique. Mais Mais vois-tu l'importance d'être représenté à l'Assemblée nationale? C'en est une, ça. C'est avoir accès à des ressources de qualité pour justement être capable de rentrer une idée dans la machine. Il y a une certaine machine législative au Québec. T'as beau avoir les meilleures idées du monde basées sur les meilleures études du monde, il y a toujours bien une façon d'écrire les choses pour que ça fonctionne éventuellement. Mhm. Puis Tout ce à fait. knowledge-là, il est à l'Assemblée nationale. Il faut y Il, avoir accès, là. il est à l'Assemblée nationale. Ça, c'est des juristes qui sont spécialisés là-dedans, faire des projets de loi. Eux autres, tu leur dis qu'est-ce que tu veux, tu leur expliques ta rationnelle, tes rencontres, et leur job, c'est de façon tout à fait neutre. Ils font une très bonne job, ils essaient zéro de t'influencer en disant ah, ça, peut-être que ça va créer des inégalités ou des choses comme ça. Ah, pas Non, là. non, je leur lève mon chapeau vraiment, là. Complètement neutre. OK, on comprend, vous voulez aller là, Mhm. vous voulez aller vers une pratique mixte, tout ça. Bon, puis, tu sais, j'expliquerai pas, là, on l'avait fait à de maintes reprises, pourquoi la pratique mixte, on peut avoir des gains de productivité avec Ah, ça. c'est ça. Je pense que les auditeurs le savent, mais nous, ça a été notre façon d'en arriver à faire, c'est-à-dire d'en arriver à permettre aux médecins d'aller d'un côté et de l'autre de la machine, que ce soit privé, que ce soit public. Et Mais écoute, avec tout ce que tu me dis là, moi, ce que je me rends compte, là, c'est que
avec le projet de loi clé en main que vous avez fabriqué, là, un gars comme Bernard Drinville qui essaie soudainement de retrouver les visées à des kisses de l'époque, Ah il oui. devrait appuyer ça. Je veux dire, c'est clé en main. Il peut rentrer ça direct à la CAQ demain matin s'il est Si élu. Bernard Drinville vote parce que le projet, comme à peu près tous les projets, il a été adopté pour une première lecture. OK, pour que ce ne soit pas adopté en première lecture, ça prend quelque chose de gros, donc ça, on s'en attendait. Mais si Bernard Drinville, suite à l'entrevue qu'il a faite avec vous hier, je l'attendais, celle-là, j'ai pris le temps de l'écouter. Bernard Drinville, je veux dire, c'est presque, là, je disais quasiment Frédéric Bastiat sort de ce corps. Là. Il dit carrément qu'à un moment donné, si on n'est pas capable de donner le service, on devrait pouvoir l'acheter au privé puis se faire rembourser par l'État. Fait que, à un moment donné, tu es là, tu te dis, à ta peu, là, on est-tu en train de jouer dans le playbook du Parti conservateur Ah du oui, Québec? Mais là, vous avez un projet de loi clé en main pour Bernard Drinville. Là. S'il Ce que je comprends. vote contre ça, ça va il donner sera démasqué. ben oui, ça va donner des beaux arguments à Éric Duhaime Ben oui. se coltailler avec lui. Parce que ici, tu n'as rien d'extrême là-dedans du tout. Là. Ici, Ben non. tu es vraiment dans un principe de décentralisation, de pratique mixte. Et si c'est une bonne idée, si M. Drainville, suite à ses révélations libérales classiques, comme il vous a élaboré hier, si M. Drainville pense vraiment que oui, le privé en matière de santé peut créer des gains de productivité, peut faire en sorte qu'on est en mesure de faire 2 à 3 fois plus d'opérations ou d'interventions par unité de temps. S'il croit vraiment, il pense vraiment que cette littérature-là est suffisamment solide pour aller de l'avant, s'il croit vraiment que les modèles internationaux sur la planète fonctionnent comme ça et que ce serait bon au Québec pour respecter la dignité des patients, pour minimiser la souffrance, puis minimiser la morbidité en santé, s'ils pensent qu'il faut sous-contracter au privé, ben ça prend un projet de loi comme ça, parce que ce n'est pas avec la loi 83 de Christian Dubé que tu peux sous-contracter beaucoup en santé à l'heure actuelle, parce que les médecins n'ont plus le droit d'y aller, puis Santé Québec les bloque pour aller au privé. Carrément. De toute façon, il y a un constat qui est simple, c'est que depuis le virage ambulatoire avec Garon, puis on est rendu au combienième projet structurant de réforme du système avec les nouvelles affaires. J'avais compté, je pense qu'on est rendu à 8. C'est ça. 8 gros projets en passant de la réforme Barrette à celle de Couillard au début des années 2000, à celle, je pense, 5 projets de loi que Dubé a déposés en santé. Il y a eu celui des colonnes du Temple, on l'a oublié, ça. Mais rappelez-vous qu'il y en a eu d'autres après. Là. Ben oui, il y a le mammouth. Il a déposé un truc en nous disant ça, là, on va shaker les colonnes du Temple. C'est le PL, ça c'est 15. C'est ça. 6 mois plus tard, il en dépose un autre. Tu dis, ben, lui d'avant, il ne devait pas être bien bon. Là. Tu sais, je veux dire, c'est. Tu as 15, tu as 83, puis là, tu as la belle loi bolchevique, la loi 2, après ça qui est arrivée. Donc, tu as eu une succession 15, 83, 2. Ça a été l'œuvre de monsieur Dubé. Mais moi, je demande officiellement à Bernard Drinville, s'il vous plaît, M. Drinville, appuyez ce projet-là. Et à partir de ce moment-là, moi, je vais vous croire. Là, si vous appuyez vraiment ce projet-là, vous avez une voix à l'Assemblée nationale, vous avez une crédibilité. Je veux dire, vous avez été ministre, il y a beaucoup de gens qui vous apprécient, qui vous donnent de la crédibilité. Appuyez ce projet de loi-là pour faire exactement ce que vous avez dit dans votre entrevue avec Yann et Frank. Ce projet de loi-là va vous permettre de faire ce que vous dites. Quand les délais sont déraisonnables, on s'en va au privé. Puis ce que vous avez oublié, M. Drainville, mais c'est important, si ça coûte moins cher au privé, on n'a pas besoin de le faire au public, on le sous-contracte au privé. Donc, il se doit d'appuyer ce projet-là. Dans le projet également, ce qui est intéressant, parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on veut ultimement? On veut aller chercher du capital financier puis du capital intelligent de l'extérieur. On veut que Cleveland Clinic vienne s'installer ici. Il ne faut pas tourner autour du pot. Que ce soit Cleveland Clinic, que ce soit Capio en Europe, que ce soit Ramsay, peu importe, on veut attirer du capital financier et intelligent de l'extérieur. Bon, maintenant, il y avait un problème. Les hôpitaux, tout ce qui est privé, là, ce qu'on appelle les centres médicaux spécialisés, c'est-à-dire ce que vous avez à Rockland MD ou les cliniques Lacroix, ces choses-là, à moins que tu aies une autorisation spéciale de Santé Québec, qui arrive très rarement, tu ne peux pas hospitaliser plus que 24 heures. Donc, tu ne peux pas observer plus que 24 heures. Et tu as un nombre de lits maximum qui est autour de 10. C'est une grosse limite, ça. Là. Ça, il faut que ça saute. Là. Ben oui.
Ça, dans ce projet de loi-là, ça saute. C'est-à-dire, si tu veux intéresser un gros joueur international à venir s'installer ici, puis t'offrir leur capital intelligent et financier, ben c'est sûr que si tu dis vous ne pouvez pas observer plus que 24 heures, puis vous avez une limite de lit, ben ils vont dire c'est peut-être pas très intéressant, puis c'est peut-être pas rentable pour nous, on n'ira pas s'installer chez vous. Parce Là, que ça les confine à faire ce qu'on appelle la chirurgie d'un jour, par exemple. exact. Ça veut dire, tu peux venir te faire les tunnels carpiens, mettons, mais chirurgie de la hanche ou ce genre de truc-là, c'est illégal parce qu'il faudrait que tu restes là plus que 24 heures. Chirurgie de la hanche pour un patient en bonne santé, à la limite, ça peut se faire Ouais. en un jour, mais si tu as un patient qui a le moindrement de comorbidité, ben là, tu as besoin de l'hospitaliser. Donc, Il n'y a, il y a aucune logique. Il n'y a aucune logique à ça parce que de toute façon, la qualité de ces cliniques-là, si tu leur donnes la permission de garder les gens 2, 3 jours, on sait qu'est-ce que ça va être. Ça va être quasiment un service 5 étoiles dans un hôtel. exact. Et de toute C'est tout. façon, et De quoi on a peur réellement? Parce que je veux dire, présentement, on nous garde dans des hôpitaux bolcheviques des années 70, mais somehow, quelqu'un du privé, là, les méchants du privé qui font des belles salles d'attente puis qui te donnent des beaux petits cafés Nespresso, là, eux autres, il ne faudrait pas qu'ils gardent le monde trop longtemps, des hosties dangereux, ça. Non, c'est pas de la peur, Yann, je pense. C'est que tu t'attaques à un genre de dogme égalitariste en faisant ça. C'est que dans l'esprit, c'est la même affaire avec le groupe, pas COVID École, mais euh, École Québec, ou je sais pas trop, là, qui veut faire fermer leur Ah argument ouais. de l'école aux 3 vitesses. Ce qui insupporte ces gens-là dans leur esprit, c'est qu'ils ne peuvent pas concevoir que quelqu'un qui a les moyens choisisse, via son assurance ou ses propres moyens, d'aller dans un hôpital privé où il va payer plus cher, va avoir des soins de meilleure de qualité. Pour eux, cette idée-là est insupportable. Tout le monde doit être sur le même palier avec les soins médiocres publics. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. tout à fait. Et pour toi, tu regardes ça et tu dis, ouais, mais si quelqu'un a les moyens, pourquoi il y va pas? C'est la même chose, là. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour aller chez le chiro, ils vont pas. Quelqu'un qui en a, il y va. Ça existe pour plein d'autres soins, le physio, le cible, ça. Quand Pourquoi? on donne une chirurgie à un chat de 10 000 c'est pas tout le monde qui dit oui, là. Ah oui, le vétérinaire, c'est de même, ça marche, là. Les gens qui n'ont pas d'argent pour les animaux, ils ne payent pas 10 000 ils les amènent en arrière de la cour. C'est ça qu'ils font. Puis le problème, c'est que les systèmes égalitaires, ils ne fonctionnent pas. Lorsque tu as un système public avec des moyens limités, ben, tu tombes dans du rationnement. Puis le rationnement, c'est en C'est liste ça. d'attente que ça se passe. C'est en souffrance, puis c'est en perte de gain, c'est en perte de productivité. En passant, ceux qui sont intéressés, l'Institut Fraser avait quand même chiffré de façon intéressante les pertes en millions de dollars par année en perte de productivité quand il y a des Parce gens que qui sont en arrêt de travail, quand leurs proches sont obligés de les aider autour d'eux. Ça, très peu de gens calculent ça dans leur vision économique de la Écoute, santé. Karim, je parle à un propriétaire de restaurant la semaine passée. OK? 2 jours, en 2 semaines différentes, il a perdu une employée parce qu'elle est allée à l'urgence de l'hôpital, passer la journée là, filait pas, sorti de là, il ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait. La semaine d'après, file pas, ressort de là, ils ne savent pas encore qu'est-ce qu'elle a. Le propriétaire se tanne. Il dit là, tu t'en vas chez Lacroix à telle heure, prends 250$ de ses poches, fais rencontrer le médecin. Elle est sortie de là. La madame avait un problème, elle n'avait pas assez de fer dans son sang. Quand même relativement facile à corriger. Elle a repris le travail, puis elle n'a pas manqué de jours d'ouvrage depuis. Là, tu sais. Mais Christy, Exactement. sincèrement, quand c'est rendu que c'est le boss d'une entreprise qui est prêt à payer, c'est même pas l'employé qui est prêt à payer, c'est le boss de cet employé-là qui est prêt à piger dans ses poches pour dire je te paie un soin de santé, ça n'a pas de bon sens, les listes d'attente sont trop longues, j'ai pas le goût que tu sois 18 heures dans la salle d'attente, j'ai le goût que tu sois dans mon restaurant en train de travailler. Mais Exact. Christy, quand les boss sont prêts à payer, à un moment donné, tu te dis pourquoi on se prive de cet argent-là dans le système de santé? Tout à fait. Et le problème que tu as, comme les systèmes égalitaires ne peuvent pas exister, parce que on l'a essayé au 20e siècle, des genres de trucs ultra égalitaires, ça n'a pas très bien fini. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, notre nature ne nous permet pas d'aller vers des égalités absolues. Il se crée des inégalités via le capital social, c'est-à-dire qui tu connais dans le réseau pour te faire Exact. passer plus vite. Donc, Ben oui. mais ça, ici, on a plus de facilité à accepter les inégalités en raison du capital social que les inégalités en raison du capital financier. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue. Pourquoi exactement c'est comme ça? On pourrait philosopher et faire de la Ben, sociologie. en fait, je pense pas que les gens l'acceptent pour de vrai. C'est juste que c'est pas su.
C'est pas Ou sûr. on s'en doute, mais c'est pas su. Mais à toutes les fois qu'on a Attends, eu un ministre à quelque part qui est passé en avant de tout le monde, ça a toujours fait scandale. Les gens, ça les a toujours choqués. c'est vrai, Mais t'as ces raison. histoires-là sont pas sues. Pourtant, quand tu parles dans des familles, tu as plein de gens qui te racontent: «Hey, j'ai été chanceux, ça faisait longtemps que j'étais sur une liste d'attente, mais je connaissais tel médecin, puis il m'a fait passer plus vite». C'est ça. Puis on Exactement, dirait que dans le cercle social, ça fait: «Hey, tant mieux pour toi», parce qu'on a de l'empathie pour la personne qui souffrait. Mais absolument. à un moment donné, on dirait que personne n'a la réflexion. «Ouais, c'est pas normal que tu passes plus vite parce que tu connais quelqu'un». C'est quoi c'est Et ça, tu sais? et le but d'avoir un système de santé performant et le but de ce projet de loi-là, qui est une première étape, c'est il va toujours y avoir des inégalités. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir le système qui est le plus productif possible, le moins coûteux possible par unité de soins, OK? Ça ne veut pas dire le moins coûteux possible dans sa totalité, mais par unité de soins, par unité de traitement. Ça, il faut bien, quand même bien faire la différence. Et le plus égalitaire possible. Il ne sera jamais complètement il sera jamais complètement égalitaire, mais le plus égalitaire possible. Ben, en fait, ce qu'on veut c'est qu'il soit universel. Oui, tout On à fait. veut pas laisser tomber personne. Tu sais, tantôt, on a été extrême un peu avec l'exemple du chat, là. On dit: «Si tu peux pas payer le 10 000, ben, ça finit dans la cour arrière». Mais on comprend qu'on veut pas ça pour des humains, là. Tu Mais sais, non, je veux mais non. dire, on veut que ce soit universel, ce régime-là, là. Et tu veux Heu, que, tu sais, s'il y en a un en raison d'un capital financier qui est opéré en une semaine, si moi, je suis capable, au lieu d'être opéré, si le modèle, là, si le modèle qui est présenté, c'est, il y en a un qui a son intervention à l'intérieur d'une semaine parce qu'il y a un capital financier plus élevé, mais moi, je n'ai pas son capital financier, je l'ai à l'intérieur d'un mois au lieu de l'avoir à l'intérieur d'un an. Moi, rationnellement parlant, même exact. si le système est égalitaire, je préfère celui-là à on fait toute la file d'attente pendant un an et demi. C'est ça. Ben, ce qui arrive, Karim, c'est Absolument. on Juste, se le cachera pas. Yann, Oui. faudrait Ah, enchaîner parce que Karim, je sais pas, tu as combien de ça peut temps faire de 2 heures avec disponible Karim, by the way. encore devant toi, mais c'est ça, il faudrait. Si tu es encore disponible, on peut continuer un petit peu derrière Patreon. C'est libre à toi. Je veux pas trop prendre de ton temps aujourd'hui. Ça fait déjà 45 minutes quand même, là, mais est-ce que tu as encore un petit peu de temps? Ouais, on peut continuer un petit peu si vous voulez, oui. Bon, ben, parfait. Écoutez, je vais remercier quelques commanditaires avant qu'on fasse la transition. Cellzone qui est en pleine expansion si vous cherchez, si vous êtes intéressé par les services, puis c'est quelque chose qui pourrait vous rejoindre comme business. Ils cherchent des franchisés, donc contactez-les à cellzone.ca. C'est Génique Solutions, services informatiques. Si vous êtes une entreprise, vous avez besoin d'aide pour la sécurité, pour votre site web, tout ça, ben, ils peuvent vous offrir en fait, ils vous offrent une rencontre gratuite pour voir si leurs services peuvent vous convenir. Range Brand pour les plus beaux vêtements country western au Québec, au Canada. TLF Dessin, eux aussi, si vous cherchez un emploi, ben regarde, on crée de l'emploi ici. Donc, si vous avez besoin d'un emploi, vous êtes dans le dessin industriel, les plans 3D, contactez-les. Ils ont possiblement quelque chose pour vous. Et en terminant, Ready for Canada. On a beaucoup parlé du PEC là, récemment. Là, si toutes les règles changent en immigration, si vous avez besoin d'aide, démêler vos affaires, ben, contactez l'équipe de Steven à Ready for Canada et ils vont vous aider. Nous autres, on s'en va derrière le paywall sur Patreon. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, parce que j'ai deux, trois questions qui me travaillent la tête encore pour Karim. Donc, Moi, j'en ai 45. oui, c'est ça, je te voyais l'hamster là, qui. Quand tu regardes de côté, c'est tout le temps une catastrophe qui s'en vient. Là. Je le Non, sais. mais c'est des vrais sujets, calvaire. C'est Ben pas oui, nos je estis sais. d'insignifiance qu'on a tout le temps dans les médias. Ben oui, je sais, c'est comme ça. Donc, joignez-vous à nous, patreon.com/i Sénéchal.